Bonjour Brigitte Fanny, comment ça va ce matin? Bien. Alors on évoquait, enfin Jean-Baptiste Marteau dans son journal évoquait effectivement Emmanuel Macron et sa visite aux États-Unis, à l'ONU. Le président de la République, il faut le savoir, a fait récemment une de ses priorités de campagne. Et cet été notamment, le gouvernement avait planché sur le lancement du 4e plan autisme. Effectivement, il s'est penché sur le sujet avec un objectif, c'est améliorer la prise en charge des enfants, mais aussi favoriser un dépistage précoce. Et c'est vrai qu'on a constaté que beaucoup d'enfants seraient diagnostiqués trop tardivement. Trop tardivement, et les parents s'en inquiètent. Vous savez, les parents, ils sentent bien que quelque chose ne va pas chez leur enfant et ils ont l'impression que les médecins leur cachent quelque chose parce que dans la majorité des cas, en France, l'autisme est dépisté entre 3 et 5 ans. On prend des précautions, mais bien sûr, pas anodin. Exactement, il y a des raisons qui font aussi que c'est difficile de faire un dépistage ou de dire à des parents, voilà, votre enfant est autiste avant l'âge de 3 ans. Pourquoi? Parce que avant 3 ans, le développement de l'enfant n'est pas complètement abouti. Par exemple, il y a des enfants qui ne parlent pas à 2 ans. Sont-ils autistes pour 2 ans? Non, il y a des enfants qui parlent tardivement, donc on ne peut pas émettre de jugement. Et puis, il y a un autre point aussi très important, c'est que la définition de l'autisme a changé. Jusque dans les années 90, quand on parlait d'autisme, on parlait d'autisme sévère, avec des enfants qui étaient complètement dans leur bulle, qui avaient vraiment des problèmes, enfin une absence, je dirais même, de communication avec les autres, qui pouvaient avoir même de la violence envers eux-mêmes. Vous savez, ces images d'enfants qui se tapent la tête contre les murs, par exemple, qui hurlent, etc. Cette définition, elle a changé. Depuis les années 90, maintenant, on parle des troubles du spectre autistique. Ça comprend ces formes d'autisme sévère, mais aussi des formes d'autisme beaucoup plus légères, avec des enfants qui ont juste des troubles légers de la communication et du développement, qui peuvent aller à l'école, qui n'ont pas de déficit intellectuel. Et quand les symptômes ne sont pas flagrants, évidemment, c'est difficile de faire le diagnostic d'autisme. Donc, pour ces raisons-là, voilà. Mais il existe quand même des équipes à travers le monde qui travaillent sur la possibilité de détecter l'autisme de façon plus précoce, et notamment en France, l'équipe PREO, le PREO, c'est Programme d'études et de recherche sur l'autisme, et qui travaille avec l'hôpital Necker, d'ailleurs à Paris, et ils ont mis en évidence des signes d'alerte que les parents et les professionnels de santé peuvent repérer chez les bébés. Il y a des signes d'alerte très précoces qui peuvent être repérés par les parents dans la vie quotidienne, dans les échanges quotidiens entre un parent et son bébé. Le signe, il est très précis. Quand la maman est en train de jouer avec lui, le bébé habituellement, même à risque autistique, est capable de répondre. Par contre, lorsque la maman n'est pas directement en train de le solliciter et de s'amuser avec lui, le bébé va s'absenter en quelque sorte de la relation. Dans les échanges, par exemple, de cette maman qui est particulièrement démonstrative, ainsi que son bébé, il joue à faire des bisous sur les pieds, sur le ventre, et on voit comment le bébé, par exemple, au moment où elle va se distraire un instant pour aller prendre la couche, le bébé va suivre le mouvement de la maman, et quand elle va revenir, il va lui tendre le petit pied pour que la maman reprenne le jeu dans lequel ils étaient engagés. C'est-à-dire que le bébé est véritablement très présent dans l'échange, et si l'adulte se distrait, il le rappelle. Quand on n'observe pas ce type d'échange de la part du bébé, on peut se dire qu'il y a peut-être un risque qu'il ait une difficulté neurodéveloppementale qui puisse être à l'origine par la suite d'un trouble autistique. Dans ces images, ce qu'on peut observer, c'est que tant que la maman chante et s'occupe de lui, le sollicite activement, il est tout à fait capable de vocaliser, de sourire en retour, en échange. Mais dès que la maman est occupée à lui donner son bain, lui, il ne regardera pas sa maman, ni cherchera son regard à elle, et va au contraire se distraire, s'absenter littéralement et regarder ailleurs. Un repérage précoce est extrêmement important pour tous les enfants qui présentent des troubles autistiques, à condition toutefois qu'une intervention adaptée et précoce soit mise en place à la suite du diagnostic. Une intervention adaptée et précoce va avoir une influence favorable sur l'évolution de ces troubles et permettre que l'enfant connaisse une intégration scolaire,
une vie familiale plus apaisée et plus favorable, quelle que soit d'ailleurs la gravité de ces troubles. Alors voilà, ce qui veut dire grosso modo que les parents doivent être très attentifs, quoi. Voilà, on parle bien d'un signe d'alerte, d'un repérage précoce et non d'un diagnostic précoce. Faire la différence, hein, c'est vraiment le signe qui va alerter pour qu'on fasse attention à cet enfant et que éventuellement on consulte. Merci beaucoup Brigitte Fanny, bonne matinée. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, Ça nous ramène quelques petites années en arrière, mais cette chanson vous va si bien avec les cheveux longs et votre veste, et je ne dis pas qu'en dessous vous êtes en pantalon, tailleur, etc. Oui, on va parler mode, effectivement, sans transition, c'est le cas de le dire. On ne va pas parler du ciré qui est de rigueur en ce moment et presque la doudoune, mais du tailleur, qui n'est pas un costard pour ces dames, mais juste avant. Oui, mais la mode est un éternel recommencement. Donc, C'est joli, ça. Oui, mais c'est vrai, c'est cyclique. Alors, on revient en ce moment, on nage dans les années 80. Et les années 80, c'était quoi? C'était le tailleur, c'était le fameux film Working Girl. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait tailleur-jupe, tailleur-pantalon, et puis c'était des carrures hyper large, c'était vraiment exagéré. Et on redécouvre aujourd'hui, c'est vrai, dans notre dressing. C'est un effet de société, c'est parce que c'est le chic, c'est l'élégance, le sérieux. Oui, et puis surtout, les femmes, elles travaillent, donc il y a un moment, on ne peut pas toutes mettre des perfectos, on ne peut pas mettre des jeans déchirés, on ne peut pas mettre des petites robes lingerie, il faut être un peu pris au sérieux. Et c'est vrai que dans un costume, on sent un peu conquérante. Voilà, c'est une carapace, c'est une armure. Les hommes, on se costume depuis des siècles, et ben nous aussi, on a décidé d'endosser le costard, comme vous dites. Et pour ça, nous sommes allés, c'est une première, Cité de la Musique, Philharmonie. Ils nous ont ouvert les portes. Premier reportage mode sur le toit. Regardez. Star des années 80, le tailleur de la parfaite Working Girl revient en force. Un masculin féminin ultra prisé par tous les créateurs de mode qui le revisitent avec une certaine liberté de style. Décryptage de ces nouveaux looks de conquérante. Maria Grazia Chiuri, la nouvelle directrice artistique de la maison Dior, donne un sacré coup de jeune à la veste bar, modèle iconique de la maison de couture. Elle l'associe avec un pantalon rond et avec elle, le béret en cuir devient l'accessoire indispensable de l'hiver, tout comme le sac clouté et le bleu marine l'emporte ici sur le noir. Chez Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière revisite le tailleur pantalon dans un esprit plutôt rock. Veste en tweed à poche plaquée avec des incrustations de cuir. Le pantalon, lui, se porte court et pas de def. Détail de chic et de choc, les boots en cuir verni à semelle crantée. Chez 1, 2, 3, le tailleur jupe retrouve ici toute sa féminité. L'imprimé détourne le regard, des petits tubes de rouge à lèvres pour colorer l'ensemble. Et pour jouer à fond la carte de la féminité, un collant baguette de Le Bourget et des escarpins Dior avec un cœur, joli cœur. Intemporelle, indémodable, la rayure tennis est plus que jamais d'actualité. Ici, c'est Carole qui la réactualise en version tailleur pantalon, mais avec un col de velours pour la veste. Une chemise à col blanc, c'est toujours chic, un foulard à pois pour une touche de féminité et des escarpins à talons Minelli. Attention, c'est aussi le retour des vestes XXL, années 80 oblige. C'est le parti pris de Mage qui associe du coup sa veste à maxi carrure avec un pantalon plutôt court et large, le tout porté avec des bottes en cuir marron et dans les camailleux de beige, un sac Vuitton. Chez Claudie Pierlot, c'est plutôt l'esprit smoking qui séduit. Une blouse d'inspiration lingerie, accessoirisée de boutons de perles et pour garder le côté mec, des mocassins à franges pour trotter de rendez-vous en rendez-vous. Chez Polka, on mise plutôt sur la féminité. Féminité des formes et des coupes, avec une jupe corolle en tweed bleuté. Et l'on n'hésite pas à mettre des collants résiques Dim avec des mocassins à talons Minelli.
tout renforce de la rayure tennis aussi chez Mugler qui mise à fond sur la coupe. La veste est cintrée et les épaules extrêmement marquées. Pantalon fuselé pour allonger la silhouette au maximum. Détail de charme, la chaîne accrochée à la poche, blouse en soie 1, 2, 3, plus conquérante que jamais. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut tout faire avec les accessoires. Exactement. La fantaisie, Donc, perso. la journée, vous partez avec vos mocassins, vous mettez les escarpins dans votre sac, vous enlevez la blouse, vous la portez Puis vous mettez sans la cravate blouse. du mari autour du Exactement, pantalon, voilà. comme vous avez fait. C'est sympa. C'est Merci. une bonne idée. Alors, moi, pas Tarzan, vous, pas Jane, vous, Anne-Christine, bonjour. Anne-Christine, Bonjour, Laurent. on va s'intéresser effectivement à l'automobile, mais pas vraiment à l'automobile. D'abord, à la conduite et au stage de conduite. C'est vrai que nous conduisons tous de plus en plus mal avec la force de l'habitude. On oublie certains principes, certains réflexes, et il est bon de pouvoir se remettre ça en tête et, j'allais dire, dans les mains aussi. Exactement. Et ça, pour tout le monde. Pour tout le monde. Et là, la nouveauté, c'est que c'est le premier stage organisé pour les personnes sourdes et malentendantes. Il faut savoir qu'en France, il y a 6 millions de personnes qui sont sourdes ou malentendantes. Ça veut dire à peu près 8% de la population. Alors, ça veut dire quoi, un stage adapté aux personnes sourdes et malentendantes? Ça veut tout simplement dire un stage avec des interprètes qui parlent la langue des signes. Parce que sinon, il y a un problème de communication, on ne comprend pas les explications, on ne peut pas poser des questions. Bien sûr. Alors que là, avec ce genre de stage, eh bien, ils comprennent toutes les explications, ils peuvent poser toutes les questions. Donc ça, c'est vraiment bien et c'est la première fois que c'est organisé. Alors, le premier stage avait lieu en région parisienne. Nous y avons assisté. Donc, il y a une partie théorique, révision du code de la route. Et là, on s'aperçoit qu'une petite remise à niveau, c'est bien pour tout le monde. Ouais. Et une partie pratique sur un circuit. Et je vous propose de découvrir justement les témoignages des stagiaires. Cet après-midi, nous allons travailler ensemble autour de 2 ateliers. Un premier de freinage d'urgence et un second de simulation de perte d'adhérence. On va travailler des situations d'urgence. Est-ce que vous avez appris un certain nombre de choses au cours de cette matinée? Tout d'abord, sur les questions qui nous ont été posées du code de la route, certaines réponses qui n'étaient pas si évidentes, plus depuis la réforme du code de la route. Par rapport aux questions du freinage, il faut laisser une distance de 2 traits. Je pensais qu'un trait c'était suffisant, mais en réalité non. Et c'est très utile, oui. Et il faut augmenter ces distances de sécurité pour anticiper au mieux. Bonjour à tous, on va commencer là maintenant par l'exercice de freinage d'urgence. On partira du bout du parking là-bas et on s'élancera en direction du couloir. Donc lorsque le voyant rouge s'allume, après, tu essayes d'arrêter la voiture le plus vite possible. Voilà. On continue. On attend que le voyant rouge s'allume et seulement lorsque le voyant rouge s'allume, le but est d'arrêter la voiture le plus vite possible. Distance d'arrêt totale de 29 mètres. En situation réelle de conduite avec de l'effet de surprise, le temps de réaction là il est au moins multiplié par 2. La distance quand même est beaucoup plus longue. Parce que tu as quand même 6 mètres de plus et on n'a que 13 km/h d'écart. Et dès que j'ai appris qu'il y avait ce stage proposé en langue des signes, je savais que j'allais m'inscrire. J'ai déjà eu quelques accidents dans un virage et dans une situation de freinage d'urgence. J'ai été choqué, j'avais besoin de gagner confiance en moi. Donc là, on va commencer par exercice de perte d'adhérence. On a une voiture qui est équipée d'un châssis qui nous permet de simuler ça grâce à ce boîtier de commande. Si jamais la voiture glisse, essayez de stopper la glisse et surtout, restez sur la route. Voilà, pas trop vite. Voilà, tu maintiens tranquillement ton allure, on tourne. L'embrayage tout de suite, tes yeux, regarde là-bas, tu veux aller là-bas. Bah oui, quand on fait ce qu'il faut au bon moment, il y a de l'espoir, il y a possibilité de s'en sortir.
c'est ma femme qui m'a poussé à venir à ce stage-là. J'étais pas forcément dans l'idée de vouloir le faire. J'ai jamais eu d'accident depuis plus de 20 ans que j'ai le permis. Je me suis dit que je savais conduire, c'était pas utile pour moi. Et ma femme m'a dit si, tu vas peut-être découvrir des choses. Et en venant, effectivement, ça m'a marqué. J'ai découvert énormément de choses. On a vu passer un véhicule à 60 à l'heure et il est repassé devant nous à 50 à l'heure. Et on s'est dit qu'effectivement, même 10 km/h de différence, c'était énorme. Devant, chez moi, la vitesse a été abaissée de 50 à 30. Je me suis dit qu'ils exagéraient. Et en fait, après ce stage, je me suis dit que, non, c'est pas si inutile, c'est pas si bête que ça. On est toujours dans le cadre de l'apprentissage lors de la conduite. Dites-moi, ça m'a l'air très très sérieux, ça doit être assez demandé en plus. Et c'est gratuit, au fait ? C'est gratuit. On s'inscrit soit sur le site de la société mutualiste d'assurance. Toutes les infos sont sur le site internet. Donc aujourd'hui, le stage se déroule à Lyon. C'est par demi-journée. Donc aujourd'hui et demain, c'est Lyon. Il y aura Toulouse, il y aura Poitiers, il y aura Lille. Je ne suis pas sûre qu'il reste beaucoup de place. Oui, c'est ça. Bon, parce que c'est évidemment très demandé, mais ça va se renouveler et ça devrait se développer. Les infos sur notre site, j'imagine. Exactement. Merci Anne-Christine. File à Bruxelles, retrouver Valérie Le Rouge. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va s'intéresser à l'île de Saint-Martin. Vous le savez, sévèrement, cruellement touchée par la tornade Irma. Une île divisée en deux avec une partie française et une partie néerlandaise. Bonjour Valérie. Comment la situation sur la partie néerlandaise de Saint-Martin a-t-elle été gérée par les Pays-Bas ? Est-ce que ça a suscité une polémique un peu comme chez nous en France ? Non, car vraiment Saint-Martin, c'est certes une île, mais deux pays et deux réactions, deux cultures différentes également. Pour rappel, donc Saint-Martin, c'est 60% de territoire français, 40% de territoire néerlandais, mais l'ouragan n'a pas vraiment fait le distinguo entre les deux parties de l'île. Les ravages sont énormes de chaque côté. Certes, un peu plus de morts côté français que néerlandais, mais le désarroi de la population est exactement le même. Pour autant, j'ai épluché la presse néerlandaise et je n'ai pas trouvé trace de polémique comme on en a eu en France sur la réactivité, sur la gestion de l'État de cette crise. Je n'ai pas trouvé de récupération politique non plus. La population salue plutôt le travail du gouvernement. Alors, est-ce qu'Amsterdam a été plus efficace que Paris dans la gestion d'Irma ? A priori non, la raison est ailleurs. Vous allez la comprendre dans ce reportage réalisé avec Sylvain Winans. Le roi Willem-Alexander en personne. 24 heures avant le président français, le souverain des Pays-Bas a visité la partie néerlandaise de Saint-Martin, son aéroport dévasté et les écoles touchées par le passage d'Irma. Au moment de découvrir l'île depuis l'avion, je me suis dit, je n'ai jamais vu ça avant. J'ai déjà vu des dégâts de catastrophes naturelles et de guerres, mais comme ça, jamais. Et chez les habitants, le même désespoir, quel que soit le côté de l'île. Ce qui est le plus important, c'est l'eau et la nourriture. C'est ça le plus gros problème. Il faut ramener les militaires pour nous aider. Ce sera plus utile que de les envoyer en Syrie ou en Afghanistan. Rapidement, 700 militaires néerlandais sont déployés ici contre 950 Français. L'aide d'urgence a été sensiblement la même des deux côtés. Pourtant, à Sint Maarten, pas de polémique sur la gestion de l'État, pour une raison simple selon ce journaliste néerlandais. Ce n'est pas la même situation. Saint-Martin fait vraiment partie de la France, alors que notre Sainte-Martine n'appartient plus aux Pays-Bas. C'est un pays indépendant, mais qui fait partie du royaume. Donc l'aide hollandaise est un effort volontaire, presque inattendu, du fait des relations passées entre les deux. Et les gens à Sainte-Martine ont été très contents de l'aide. Et les Hollandais ont prouvé leur attachement à leur ancienne dépendance vendredi dernier. De 6h du matin à 21h, toutes les chaînes de télé, radio, publiques et privées ont organisé une journée spéciale pour récolter des fonds. Alors, question Valérie, est-ce que les Hollandais ont été généreux ?
Oui, cette opération vendredi dernier a rapporté 13 millions d'euros. Alors ça va servir à acheter des vivres, de l'eau, du matériel d'urgence, des tentes notamment. 13 millions d'euros pour un pays qui ne compte que 17 millions d'habitants. Honnêtement, c'est pas mal, mais vraiment, même si l'île de Sint-Maarten là-bas et les Pays-Bas ont complètement coupé les ponts il y a 7 ans maintenant, les Hollandais restent assez attachés à cette ancienne dépendance. Ils y vont souvent en vacances et c'est pour ça qu'ils ont répondu quand même généreusement à cette opération caritative qui a été lancée très rapidement après Irma. Espérons que ce soit le même succès ce soir sur l'émission de notre chaîne. Oui, exactement, vous faites bien d'en parler. Merci Valérie, parce qu'effectivement, je vous rappelle, moi aussi, à mon tour, que ce soir, France 2 vous proposera la retransmission en direct d'un grand concert de soutien et de solidarité aux populations des Antilles touchées par ce fameux ouragan Irma. Cette soirée spéciale sera présentée par Stéphane Bern et Anne-Marie Lacaro en direct du Casino de Paris. Et y participeront de nombreux artistes comme Alain Souchon, Laurent Voulzy, Michel Fugain, Patrick Bruel, Chaim, etc., Amir, Patrick Fiori. Rendez-vous donc ce soir à 20h55. Bonjour Patrice. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Beaucoup de sujets dans la presse ce matin, oui. Et en une avec une héroïne birmane. Oui, on vous en parle depuis hier. Donald Trump et Emmanuel Macron doivent s'exprimer aujourd'hui aux Nations Unies. La seule chose dont on est certain, c'est qu'ils n'y croiseront pas l'héroïne de la démocratie birmane, ci-devant prix Nobel de la paix, surnommée la dame de Rangoon, en l'occurrence Aung San Suu Kyi, dont l'aura internationale se ternit au fur et à mesure que s'accumulent les questions sur son attitude dans la répression des Rohingyas, la minorité musulmane de son pays. Ambiguïté, cynisme, nettoyage ethnique sous prétexte de lutte contre le terrorisme, c'est une avalanche de reproches que Laurent Geoffrin fait à la dirigeante birmane dans Libération. Ça sent franchement l'amour déçu. En même temps, le reportage des envoyés spéciaux du journal est assez parlant. Il raconte l'exode de Yasmine, qui a réussi à passer la frontière et croupite au Bangladesh. Elle guette affamée chaque voiture qui passe. L'une d'entre elles s'arrête sur le bas-côté. Un passager ouvre la fenêtre et leur donne des dizaines de paquets de biscuits avant de repartir en trombe. Elle reste les mains vides. Elle n'a pas eu le temps d'en attraper, raconte Sébastien Farcy, l'envoyé spécial du journal. Voilà pour les choses vues, auxquelles s'ajoutent évidemment les choses entendues sur les exactions des militaires birmans, dont vous lirez dans Libération qu'ils ont depuis toujours une obsession, en l'occurrence s'accaparer les terres des Rohingyas, qui, soit dit en passant, n'en sont pas à leur première persécution. Vous voyez cette photo, elle date de 1992, il y a 25 ans. Donc on assistait déjà à un premier exode des Rohingyas en route pour le Bangladesh. Dans le Figaro, à propos d'Aung San Suu Kyi, eh bien, Sébastien Faletti parle d'héroïne racinienne qui affronte les vents mauvais de l'histoire avec une détermination aristocratique frisant l'insolence. La réalité, c'est qu'elle gouverne sous les 3 tutelles de la junte militaire et qu'à trop vouloir projeter sur elle d'immenses attentes, eh bien, les Occidentaux oublient de prendre en compte la complexité du terrain. Voilà ce qui arrive quand on est marqué par les boursouflures de l'idéologie. On finit tôt ou tard par tomber de très très haut. Sinon, rien à voir, mais avec, c'est le charme de l'actu, que de nous balader d'un sujet à l'autre. Je signale ces 2 papiers de Ouest France et de 20 minutes, parce que c'est le genre de choses dont on va reparler. Plusieurs fabricants d'imprimantes font l'objet d'une plainte pour obsolescence programmée. Alors il s'agit là de première poursuite du genre en France, depuis l'adoption d'une loi sur le sujet, c'était il y a 2 ans. Sont visés l'américain HP, donc Hewlett-Packard, les japonais Canon, Brother, Epson. L'association dit avoir découvert dans l'imprimante une puce qui compte les feuilles imprimées. Et au bout de quelques milliers de feuilles imprimées, eh bien, un message d'erreur s'affiche et on vous conseille bien sûr de vous adresser à votre fournisseur, lequel vous en vend un autre. Alors, autre chose encore, à Genève, figurez-vous que la justice enquête sur des liasses de billets de 500 € qui ont été retrouvés dans les canalisations des toilettes de la chambre des coffres d'une banque et de 3 bistrots voisins. Dans quel journal ça c'est sur le site internet du Figaro. Alors, qui a bien pu vouloir se débarrasser de ces liasses? Pourquoi? Est-ce la peur du fisc avant l'entrée en vigueur de l'échange automatique des renseignements en 2008? S'agit-il d'argent sale ou les deux ou de toute autre chose? Le visionnage des vidéos de surveillance a permis pour l'instant de conclure que le pactole pourrait appartenir
à des femmes espagnoles. Voilà, on n'en sait pas plus. Je termine juste avec Cavani-Neymar. Je vous disais hier, vous sentez venir l'affaire? Tous les deux veulent tirer les pénaltys. Eh bien, regardez la une de l'Équipe ce matin. Le clash, affaire d'ego, mais aussi affaire d'argent, parce que le contrat de Cavani, on l'apprend dans l'Équipe ce matin, dit que s'il termine meilleur buteur du championnat, il touchera 500 000 €. Ceci explique cela. Ouais, histoire de canalisation. L'électricité qui fait monter ma tension. Pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes. Oui, très bien. On va parler de transition énergétique aujourd'hui, Yann, parce qu'effectivement, il faut faire des choix. Oui, et puis alors la transition énergétique, généralement, on laisse ça, on en parle pour nos États, pour nos grandes entreprises, mais on peut la faire aussi nous-mêmes. 6 à 7 millions de personnes sont encore chauffées, par exemple, au fioul. Alors le fioul dit cuve, dit pollution, dit des camions qui viennent, dit les mauvaises odeurs, dit beaucoup d'argent, parce que le fioul et le propane sont beaucoup plus chers que l'électricité et le gaz. Mais voilà, le jour où vous voulez en changer, vous dites, bon, bah, ok, je la fais, ma transition énergétique, comment vous faites? Il y a 6 ou 7 étapes qui sont quand même assez difficiles. Arriver à aller lever les aides de l'État, par exemple, faire le raccordement au gaz, par exemple, dans sa rue, retirer la cuve, dépolluer, enfin, franchement, c'est très compliqué et finalement, les gens hésitent. Il se trouve qu'il y a une plateforme, c'est pratiquement un wedding planner, vous savez, comme un marieur, pour la nouvelle énergie. Une plateforme, vous rentrez dessus, vous pouvez faire votre devis en ligne et ensuite, il vous aide sur chaque étape pour pouvoir faire cette transition énergétique. Regardez comment ça se passe. Alors en fait, quand on a une vieille chaudière fioul dans sa maison, généralement on se pose la question d'en changer. Mais c'est pas évident. Pourquoi? Parce que déjà on ne sait pas forcément avec quelle solution partir. Est-ce qu'on veut passer au gaz naturel, mettre une pompe à chaleur? Ça c'est la première question qu'on se pose. Ensuite, il y a la question de toutes les aides et subventions qui existent. On sait qu'elles sont nombreuses, mais c'est pas évident pour un particulier de savoir vers qui se tourner, finalement son projet, combien il va lui coûter. Et puis bien sûr, si on se lance dans un changement d'énergie, c'est pour faire des économies. C'est important de savoir combien on va économiser avant de se lancer dans les travaux. Nous, on a créé la plateforme Énergie Futée. En fait, il y a un service gratuit d'accompagnement des particuliers qui leur permet de répondre à toutes les questions qui peuvent se poser au moment où ils changeraient d'énergie. Quelle est la solution adaptée pour ma maison? Ensuite, ce sont l'ensemble des aides et subventions auxquelles ils ont droit. Et ensuite, on va les accompagner sur le choix des artisans qui vont faire les travaux. Et on va même aller jusqu'à la dépollution de la cuve à fioul. Donc l'idée, c'est de les accompagner de A à Z sur leur projet. J'ai mis à jour le graphique de prix comme on avait discuté, donc pour bien faire apparaître le coût de chaque énergie, que ce soit le fuel, le propane, le gaz naturel ou l'électricité. Sur notre plateforme, on a créé un parcours qui est vraiment adapté aux personnes qui sont chauffées au gaz en citerne et au fioul domestique. C'est-à-dire, finalement, on part de leur consommation de fioul. Donc, en tant que particulier, j'indique par exemple que j'ai une chaudière au fioul qui a 20 ans. Je mets par exemple 2500 litres de fioul dans ma cuve tous les ans. Et donc, tout de suite, on va dire au particulier combien il peut économiser et à quelle subvention il a le droit pour financer son projet. Le changement d'énergie, par exemple pour passer du fioul au gaz naturel ou à l'électricité, c'est quelque chose qui peut prendre un peu de temps. Mais il ne faut pas être effrayé par ça, puisque finalement, les travaux chez le particulier, ils durent seulement quelques jours. Ce qui va prendre du temps parfois, c'est les démarches administratives, par exemple la mairie qui doit donner son accord pour que le raccordement au gaz soit fait sur la voirie. Donc au global, pour un particulier, c'est quelques jours de travaux, et ça permet notamment de se débarrasser de la cuve à fioul dans la maison, qui est quand même un objet assez encombrant, qui sent parfois mauvais, et qui n'est pas très esthétique. Donc c'est l'occasion de transformer cet espace en un local à vélo ou juste un espace de rangement. Yann, on s'aperçoit avec le travail, ce que nous propose ce sous-traitant privé d'Engie, que finalement on peut réaliser des économies et aller plus vite qu'on ne le pense. Exactement, et puis surtout on a une vue immédiate de ces économies. Bon alors après bien sûr ça s'étale dans le temps, hein. Les économies vous ne les faites pas à la fin de l'année, vous pouvez les faire des fois sur 5 ou 10 ans, mais ça vaut le coup franchement, et puis ça vaut le coup aussi de faire un petit geste pour la planète, et vous l'avez vu autant... ça paraît être des travaux énormes, mais quand ils sont condensés à chaque fois, finalement, ça va assez vite. C'est long dans le temps, si vous voulez, mais les travaux en tant que tels durent très peu de temps. Merci Yann. Caroline Roux et les 4 vérités. Caroline Roux, bonjour. Avec aujourd'hui comme invité des 4V, le ministre Bruno Le Maire. Oui, le ministre de l'économie et des finances. Alors vous le savez, la semaine prochaine, avec Gérald Darmanin, il va porter le premier budget du quinquennat, économie, baisse d'impôts, dépenses ciblées. C'est l'un des actes fondateurs du quinquennat.
Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Caroline Roux. Naturellement, nous allons évoquer le budget, mais d'abord un mot. La Guadeloupe attend avec inquiétude le nouvel ouragan Maria, d'un ouragan de catégorie 5. Un mot sur Irma, pour le coup. Est-ce que vous considérez que les assureurs avancent suffisamment vite dans l'indemnisation d'Irma ? On va faire en sorte qu'ils avancent vite, parce que ce qu'ont vécu Saint-Barthélemy, Saint-Martin, ce que vit la Guadeloupe en ce moment, ce sont des heures terribles. Humainement, psychologiquement, c'est d'une violence incroyable ce qui arrive à nos compatriotes des Outre-mer. Donc je souhaite que les assureurs fassent tout le nécessaire pour indemniser le plus vite possible ceux qui ont été victimes d'Irma. Donc je les recevrai vendredi, dans un état d'esprit évidemment très constructif, avec le souci que les indemnisations arrivent dans les 3 mois. Dans les 3 mois, c'est le délai que vous leur avez fixé. Oui, parce qu'il faut bien mesurer la violence de ce qu'ont vécu et de ce que vivent aujourd'hui nos compatriotes d'outre-mer qui voient disparaître tous leurs biens, qui se sentent inquiets. Le moins qu'on puisse faire, c'est que la solidarité nationale, qu'elle soit publique ou privée, fonctionne à plein et rapidement. Alors le budget, 43% des Français, c'est un sondage publié par Libération hier, sondage Via Voice, considèrent que vous menez une politique de droite. Alors j'imagine que vous êtes assez à l'aise, vous, Bruno Le Maire, avec ce chiffre-là, mais est-ce que c'est un budget de droite que vous allez porter ? Non. Non ? Non, franchement, Caroline Roux, c'est pas un budget de droite, c'est pas un budget de gauche, c'est un budget qui vise à être juste et efficace. Juste parce qu'il apporte des réponses à tous ceux qui travaillent, qui ne gagnent pas beaucoup d'argent à la fin du mois, qui se disent « à quoi ça sert que je travaille ?» Donc on va supprimer toutes les cotisations, assurance chômage, assurance maladie, pour qu'à la fin du mois, tous ceux qui travaillent gagnent plus. On va baisser la taxe d'habitation, on va donner un crédit d'impôt à tous ceux qui veulent embaucher quelqu'un à domicile et qui ne sont pas gagnants parce que, comme ils ne payent pas l'impôt sur le revenu, avant, ils n'avaient pas de déduction fiscale. Donc c'est vraiment un budget qui vise à aider ceux qui travaillent, ceux qui sont dans la difficulté. Et en même temps, c'est effectivement un budget efficace, dans lequel il y a une réduction des impôts qui va être importante, de l'ordre de 10 milliards d'euros sur 2018, et dans lequel nous allons construire une fiscalité qui va moins peser sur les entrepreneurs, avec une idée toute simple, c'est qu'il vaut mieux créer des richesses avant de les redistribuer. C'est un budget de relance de l'économie, un budget de rigueur budgétaire. C'est un budget de soutien à notre économie, de transformation de notre économie. Je reviens à ce que je disais. Pendant des années, on s'est dit, allez, on va redistribuer des richesses, il en faut pour les uns, il en faut pour les autres. Et on a oublié de créer des richesses. Notre pays s'est appauvri. Le niveau de dépenses publiques, il n'a cessé d'augmenter parce qu'il fallait remplir le tonneau des Danaïdes avec toujours plus de dépenses publiques et l'appauvrissement des Français derrière. Eh bien, nous, avec Emmanuel Macron, nous voulons faire exactement l'inverse. On pense d'abord à créer des richesses. Donc on va effectivement soutenir les entrepreneurs. On va effectivement alléger la fiscalité sur le capital pour que nos entreprises puissent investir, innover, se moderniser et créer des emplois pour tous les Français. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est aussi de tenir les objectifs, pour le coup, imposés, on va le dire comme ça, par Bruxelles. Est-ce que l'objectif d'être sous la barre des 3% sera tenu sur l'exercice 2017 et quels sont vos objectifs pour l'an prochain ? Il sera tenu. En 2017, nous visons 2,9% de déficit public. Et en 2018, nous visons 2,6%. C'est d'ailleurs un peu mieux que ce que nous avions indiqué en première indication aux parlementaires, parce que la croissance est légèrement meilleure. Et pourquoi c'est important de tenir ces objectifs-là ? D'abord parce que ça permet effectivement de sortir de ce niveau de dépenses publiques excessif qui n'a pas amélioré la situation des Français, qui ne leur a pas donné plus d'emplois, qui ne leur a pas donné plus de richesses. Et ensuite parce que ça donne à notre parole politique en Europe un poids qu'elle n'avait pas jusqu'à présent. La France redevient crédible aux yeux de Bruxelles, à votre avis ? Regardez ce qui s'est passé il y a quelques jours. J'étais à Tallinn, au sommet des ministres des Finances. Nous avons progressé, comme jamais cela n'avait été fait au cours des derniers mois, sur la taxation de Google, Amazon, Facebook, tous ces géants du numérique qui font des profits considérables en France et en Europe et qui payent quasiment pas d'impôts. Eh bien, nous avons progressé. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que la France a obtenu gain de cause ? Parce que lorsque nous nous exprimons désormais, eh bien, nous sommes respectés. Parce que nos partenaires savent que nous tenons nos engagements. Alors, si vous tenez vos engagements, comme vous le dites, sur la question des déficits, ça veut dire que vous faites des économies. Oui. Combien ? Nous ferons l'année prochaine de l'ordre de 16 milliards d'euros d'économies. C'était 20 l'objectif. L'objectif, c'est de passer de 54,6% de dépenses publiques aujourd'hui par rapport à notre richesse nationale. Nous sommes le pays développé qui a le montant de dépenses publiques le plus important par rapport à sa richesse nationale. Eh bien, nous comptons le ramener en 5 ans autour de 50%, un peu plus que 50%. Juste l'objectif, c'était bien 20 milliards, c'était ça l'objectif, c'est celui qu'a donné le président de la République quand il était en campagne.
baisser de 3 points le niveau de la dépense publique en France sur 5 ans. Cet objectif, il sera tenu. Et il sera tenu, pas pour le plaisir des chiffres et pas pour le plaisir d'arriver autour de 50%, parce que c'est un chiffre rond, mais pour le plaisir d'améliorer la situation des Français, d'avoir une croissance plus forte, d'avoir des entreprises qui tournent mieux, qui embauchent plus, qui innovent, qui conquièrent de nouveaux marchés, retrouver une économie conquérante. C'est ça le vrai changement que nous voulons porter. Parmi ceux à qui vous demandez des efforts, il y a les collectivités locales. Alors je sais que le président de la République défend un discours de vérité, il faut dire les choses, par exemple dire aux retraités qu'ils vont faire un effort. Est-ce que vous confirmez qu'il n'y aura pas de baisse de dotation pour les collectivités locales sur l'exercice 2018 ? Oui, il n'y aura pas de baisse de dotation, mais il est normal que chacun fasse des efforts. Les collectivités locales doivent continuer à faire des efforts. Elles ont le sentiment d'en avoir fait beaucoup déjà. Et tout le monde fait des efforts. À tout le monde, nous demandons des efforts pour que ça aille mieux pour l'ensemble de la nation française. Oui, nous demandons des efforts aux retraités. Je sais que c'est difficile, même si les retraités les plus modestes ne seront pas concernés par l'augmentation de la CSG, même si beaucoup verront leur taxe d'habituation diminuer. Je sais qu'il y a un certain nombre de retraités à qui nous demandons un effort, que c'est difficile, que certains ont du mal à comprendre, mais cet effort, il a du sens. Et c'est ça qui compte. Le sens, c'est que l'effort que font les retraités va bénéficier à ceux qui travaillent. Ça ne va pas aller dans les poches de l'État, ça ne va pas aller dans les poches du Trésor public, ça va aller dans les poches de ceux qui travaillent. Et à tous les retraités qui nous écoutent, je veux vraiment dire, nous avons conscience de l'effort que nous vous demandons, mais il est utile pour toute la société française. Mais est-ce que sur les collectivités, on voit bien qu'il y a une colère des collectivités locales, et puis les gens qui vous regardent ce matin se disent peut-être, bon, on va demander aux collectivités de faire un effort, et puis au final, ça se terminera avec une hausse des impôts locaux. Non, il n'y a pas question. Enfin, chaque collectivité locale fera ses choix. Une collectivité locale, comme vous le savez, s'administre librement. Mais on ne peut pas dire aux Français, nous vous demandons un effort à une partie des retraités. Nous demandons des efforts à l'État. Nous demandons des efforts sur le logement. Nous allons faire une politique qui vise justement à faire baisser les loyers et avoir une politique qui soit moins coûteuse. Et dire des collectivités locales, elles seront exonérées de tout effort. Ça, c'est pas possible. Dans le Parisien ce matin, logement, emploi, les deux ministères qui sont mis le plus à contribution. Est-ce que vous confirmez ces informations du Parisien ? Et est-ce que vous l'expliquez, considérant que le logement et l'emploi, ce sont deux ministères où on pouvait faire des économies ? C'est une présentation qui est totalement fallacieuse. La réalité, c'est que sur le ministère du Travail, il y a un choix qui a été fait, qui est de réduire fortement le nombre de contrats aidés. Et j'assume totalement ce choix, parce que je considère que les contrats aidés, pour beaucoup de ceux qui en bénéficient, ce sont des impasses. On se donne bonne conscience, on paye avec l'argent du contribuable pendant 1 an et demi ou 2 ans un emploi, puis à la sortie, la personne se débrouille toute seule. Eh bien, nous préférons investir l'argent du contribuable dans le soutien aux entrepreneurs, à l'innovation, à la croissance, pour qu'il y ait des emplois stables, avec de bonnes qualifications, de vraies perspectives d'avenir pour les gens. Et c'est cette transformation qui est toujours difficile à comprendre. Mais c'est elle qui permettra à la France d'aller mieux dans 5 ans. Merci beaucoup Bruno Le Maire, c'est à vous. Merci Caroline Roux. Penche la tête vers moi doucement, qu'elle sente dans mon cœur les sentiments, pour que dans ses fatigues, ses sommeils, 8h-7, bienvenue sur France 2. Si vous nous rejoignez, France 2 qui organise, vous le savez, on vient d'en parler à un concert ce soir de solidarité pour venir en aide aux Antilles. Vous le dites, qui chantait à l'instant, bonjour Olivier. Bonjour. Olivia, que je ne me fourche pas la langue, vous me dites Olivier, Jean-Bernard, etc. Il sera bien sûr à ce concert. Alors beaucoup d'ONG œuvrent en ce moment justement par solidarité. Alors c'est pour les vivres, c'est pour, je veux dire, les soins aussi médicaux et puis pour la reconstruction. Ben oui. C'est la Fondation Architectes de l'Urgence qui s'occupe de ça. Elle est née il y a 16 ans. Leur credo, c'est bâtir des murs pour reconstruire des vies. Parce qu'après des catastrophes comme celles que viennent de vivre Saint-Martin, Saint-Barthélemy, que s'apprête à vivre la Guadeloupe, il faut remettre un toit sur la tête des gens. Et même s'il est d'abord temporaire, il faut qu'il soit sûr. Il faut aussi remettre en fonction les bâtiments publics, les hôpitaux, les écoles, que les gens y retrouvent des conditions de vie décentes dans les meilleurs délais possibles. Ces architectes-là, ils vont sur place et ils apportent conseils et assistance aux populations. Ils offrent leur savoir-faire. Alors ils évaluent, ils apportent des solutions d'urgence, mais aussi et surtout des solutions pour rebâtir durablement. Parce que tant qu'à faire dans certaines régions, si on peut faire du parasismique, du paracyclonique et penser à l'avenir, c'est quand même mieux. Alors ils sont intervenus dans beaucoup d'endroits du monde, à Haïti notamment après le séisme et après l'ouragan, doublement touché Haïti. Et là, ils sont évidemment rendus dans les Antilles françaises. En fin de semaine dernière, on a rencontré via les technologies modernes Patrick Coulombelle, qui est le cofondateur de l'ONG, et il nous a livré son sentiment après quelques jours passés sur place.
Patrick, bonjour. Alors où êtes-vous? Oui, bonjour. Alors là, je suis le seul endroit où j'ai trouvé une connexion Wi-Fi de bonne qualité, c'est-à-dire je suis au COD, donc c'est le centre opérationnel départemental qui gère toute la problématique de l'aide aux victimes. Et là-bas, loin, vous voyez la mer. Vous êtes arrivé à Saint-Martin mercredi matin dernier. Expliquez-nous comment vous avez procédé depuis que vous êtes là. Notre objectif a été de faire de la mise en sécurité de bâtiments publics, notamment des écoles. À peu près 8 sur 10 sont en état de reprendre dans les jours, voire les semaines qui viennent, parce que ces écoles sont plutôt pas trop mal construites. Le principe est de réutiliser les bâtiments le plus possible et le plus vite possible, d'enlever des gravats qui empêchent aux gens de rentrer en conditions de sécurité, avec un énorme problème de transport et de communication. Et tant que l'eau n'est pas rétablie, tant que l'électricité n'est pas rétablie, il va être difficile de travailler ici de manière simple. À court terme, il va falloir mettre pas mal de gens ici. Les équipes commencent à travailler quartier par quartier, déblayer, mettre en tri sélectif. En parallèle, il y a des gros sinistres en couverture. Donc ça, c'est des problèmes de toiture qui sont des tôles envolées, ce genre de choses, qui est un problème important. Il faut régler impérativement. À ce titre-là, l'architecte de l'urgence a fait acheminer quelques 12 000 m² de bâches des bâches de couverture qui vont permettre de régler une petite partie qui est à régler. Elles sont, il va y en avoir plusieurs. Il y a 2-3 choses que je trouve assez surprenantes. Il y a encore beaucoup de bâtiments ici qui sont avec des grandes baies vitrées et qui ont souffert énormément parce que les baies vitrées ont explosé, ont vidé les appartements. Et je pense qu'il y a un problème réglementaire qui va sûrement être à régler à ce niveau-là. Les gens se sont retrouvés dans des logements dans lesquels ils n'avaient pas d'espace de survie suffisant, adapté et pensé en tant que tel. Et je pense que ça, c'est aussi une autre réflexion, parce que s'il y avait eu une cellule de survie en béton dans chaque construction, les gens auraient été beaucoup plus sûrs d'eux-mêmes et n'auraient pas vécu ça aussi mal. Et sinon, évidemment, sur des bâtiments qui ont souffert, il y a visiblement un manque de contrôle qui permet de construire des choses qui sont peut-être un petit peu légères, surtout avec le risque qui est inhérent à la région. En local, il y a quand même un savoir-faire. Et donc, on sait que derrière ça, à partir du moment où les gens commencent à retravailler, on sait que la vie va reprendre derrière. Le relèvement est en marche. Cela dit, Olivia, ça va prendre du temps, sans doute, non? Patrick Coulombelle, il est estimé à 2 ans. À peu près la reconstruction, sachant qu'il y a un savoir-faire local à Saint-Martin et puis aussi en Guadeloupe. Donc voilà, c'est des architectes sur place qui vont travailler à ça. L'architecte de l'urgence, il apporte du conseil et puis de l'aide s'il y a besoin. Mais voilà, il y a des équipes sur place. Ça roule, merci. On va rejoindre Julia qui est en train de surfer sur le net. Julia, parce qu'il y a ce concert retransmis par France 2 ce soir en direct et qu'on peut participer effectivement aux dons pour donner un coup de main aux Antilles. Exactement, concert, vous le disiez, sur France 2, mais retransmis aussi sur France Inter, sur TV5 Monde, sur le réseau Outre-mer, Première et Radio, sur France Info. Et puis évidemment, si vous voulez faire un don, c'est sur le site de la Fondation de France que ça se passe, don entièrement sécurisé. Je vous invite à retrouver le lien sur notre page Facebook. Jolie musique. Deux hommes, et quels hommes, s'il vous plaît, pour ce bloc-notes avec Fred et Fred. Voilà, les deux font la paire, là encore, décidément, ça fonctionne comme ça ce matin. On va commencer par l'Actu Plus, c'est ça, avec Frédéric Vion, qui nous a rejoint. Voilà, on ne peut pas mieux tomber, hélas, parce que c'est une succession d'ouragans, de cyclones pour d'autres, mais d'ouragans sur l'arc antillais, sur les Caraïbes en ce moment. Après Irma, il y a eu José, maintenant c'est Maria, avec des classifications à 5 au maximum. Bon, on peut s'interroger effectivement sur cette succession de tempêtes dites tropicales, mais meurtrières. Oui. 5, c'est effectivement la classification des vents. On est même en train de se demander si on ne va pas créer une classe 6, parce que là, on est aux alentours de 300-400 km/h, même parfois pour les plus exceptionnels. 370 sur le dernier. Et si vous avez l'impression que c'est cyclone, typhon ou ouragan, c'est la même chose, c'est simplement selon les régions. Si vous avez l'impression que les victimes sont toujours malheureusement dans les mêmes pays ou à peu près, eh bien, ça n'est pas qu'une impression. Vous allez voir pourquoi en regardant cette carte des trajets des principaux cyclones depuis 1981.
85. Donc vous voyez qu'il y a des zones toujours les mêmes par lesquelles passent les cyclones. C'est parce que c'est des pays chauds, parce qu'il faut que l'eau soit chaude, l'eau des océans soit chaude pour que le cyclone se forme. Voilà pourquoi on voit ici le Japon, les Antilles, l'Australie qui sont très touchées, ou l'océan Indien avec pour nous la Réunion. Mais vous voyez qu'il n'y en a pas du tout des cyclones sur l'équateur, quand on est pile sur l'équateur. Ouais. Pourquoi? C'est un phénomène physique, parce que quand on est pile sur l'équateur, avec la rotation de la Terre, les cyclones ne peuvent pas se mettre à tourner. Là, on parle bien de tempêtes tropicales d'ailleurs souvent à l'origine. Exactement, c'est les tropiques, c'est-à-dire au-dessus ou en dessous de l'équateur, mais pas l'équateur lui-même comme on l'a vu sur la carte, parce que comme il y a un truc avec la rotation de la Terre, ils ne peuvent pas se mettre en mouvement. Donc vous voyez pourquoi c'est toujours un peu dans les mêmes pays. Et pourquoi les victimes sont de plus en plus nombreuses. Alors là, on pense que le réchauffement climatique fait que les cyclones sont de plus en plus puissants, mais il y a en plus une espèce d'injustice du point de vue des victimes, c'est que la couverture médiatique, le souvenir qu'on a de tel ou tel cyclone, ça n'est pas forcément corrélé au nombre de morts. Parfois, on se rappelle d'un cyclone qui a fait peu de morts et qu'on ne se rappelle pas d'un autre qui en fait beaucoup plus. Vous allez voir, par exemple, tout le monde se rappelle de l'immense ouragan Katrina en Louisiane en 2005. Oui. Eh ben, regardez ce tableau. Katrina, ici, est tout en bas. Katrina n'a fait, si je puis dire, que 1800 morts. Mitch, en Amérique centrale, en 95, c'était entre 10 et 20 000 morts. Et le record, c'est le grand ouragan de 1780, record pour les Antilles, 27 500 morts. Alors, c'est déjà énorme, mais voilà, là, c'est pour les Antilles. Et vous allez voir que ça n'est rien, mais alors rien du tout à côté de l'Asie. Voici ce deuxième tableau en Asie. Là, c'est pas 10 000 morts. C'est 100 000 ou 500 000. Voyez le cyclone de Bola en 1970 au Bangladesh, 3 à 500 000 morts. C'est le record historique. Haiphong en 1881, c'était une terre française à l'époque, le Vietnam, mais c'était l'Indochine française. On a complètement oublié. 300 000 morts. Et même plus près de nous, sans remonter jusqu'au 19e siècle, Nargis, ça c'était en 2008 en Birmanie, a tué au moins 100 000 personnes et sans doute plus. Donc très clairement, c'est en Asie que les cyclones, là-bas on les appelle les typhons, tuent le plus de monde parce que ce sont des pays très peuplés. Donc forcément, il y a beaucoup de victimes puisque c'est très peuplé. Logique. Aussi, c'est très pauvre. Donc les habitations sont fragiles. Vous voyez ici des images du Bangladesh en 1970. 500 000 morts, je vous le disais, c'est le record absolu des morts pour un cyclone. Et on pense même que ça a provoqué les révoltes qui font que le Bangladesh est devenu indépendant en 71. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait le Pakistan oriental. C'était une province du Pakistan. Et ils ont eu l'impression d'être tellement abandonnés pendant cet immense cyclone de 70 qu'il y a eu une révolte. Et qu'en 71, il y a eu l'indépendance de ce qui est devenu le Bangladesh. Donc vous voyez que ça peut avoir des conséquences absolument politiques. Il y a eu aussi au Bangladesh le cyclone Gorky en 91, 140 000 morts, on a complètement oublié. En Chine en 75, 170 000 morts avec rupture d'un barrage, complètement oublié. Donc vous voyez, on a retenu Katrina parce que c'est aux États-Unis, il y a beaucoup d'images, c'est parce que c'est filmé. Mais on n'en a pas retenu d'autres. C'est le pays occidental par excellence, exactement, suréquipé. Alors on se dit, oh mon Dieu, c'est la première fois qu'ils se prennent on le voit. Pareil. Voilà. En plus, on le voit. Alors pourtant, les régions comme le Bangladesh qui sont très régulièrement concernées par les cyclones, ne sont pas abandonnées par leurs habitants, parce qu'on pourrait se dire qu'ils voudraient partir, mais où iraient-ils? La Terre est déjà surpeuplée. Il est également impossible, comme on pourrait le penser, de dévier ou de faire éclater un cyclone. Regardez, même si on y mettait une bombe atomique, là ce que vous voyez, c'est Katrina en 2005, ça servira à rien. C'est une piqûre de moustique pour un ouragan. Il faut bien se rendre compte qu'un ouragan, c'est des centaines de bombes atomiques en puissance. Donc lui mettre une bombe atomique dans la figure, ça ne sert à rien. Et encore là, Katrina que vous voyez ici, c'est dans un pays riche. Donc le gouvernement a été accusé, rappelez-vous, de laisser un peu les populations à elles-mêmes. Donc vous imaginez dans un pays qui n'a pas de moyens, comme souvent c'est le cas en Asie. Ici, vous voyez des images des Philippines et de Birmanie. Il y a aussi le Bangladesh, l'Inde, la Chine. C'est des centaines et des centaines de millions d'habitants. Où irait-il? Déjà, on a du mal à accueillir quelques dizaines de milliers de réfugiés. Donc, vous pensez bien que ça poserait un énorme problème. Donc vraiment, tout ce qu'il y a à faire, c'est la prévention, l'information des populations, reconstruire si possible avec l'aide internationale dans des matériaux un petit peu plus solides. Et puis, je vous le disais, d'autant plus qu'avec le réchauffement climatique, alors on ne pense pas qu'il y aura plus d'ouragans, mais ils seront plus puissants. Donc, oui, et puis du fait de la température de l'eau qui monte. C'est ça, exactement. Donc, ils seront plus puissants, pas forcément plus nombreux, mais la puissance, évidemment, ça donne des dégâts absolument incroyables. Quelle idée saugrenue que de vouloir en dévier avec une bombe atomique. Non, parce qu'on y a pensé. Il y a déjà assez de dégâts avec l'ouragan lui-même, si en plus on se rajoute une petite... Quand on a fait les calculs, on s'est aperçu que ça servait absolument à rien, tellement ces phénomènes sont puissants. Merci Frédéric. Je trouve pas ridicule la phrase marquée sur mon pull, pourvu que je lise pas dans ses yeux que ma casquette c'est pour les vieux, pourvu qu'il n'y ait pas un énorme blanc. Alors celui qui chante s'appelle Gauvin, lui n'est pas arrivé comme un ouragan, mais il est arrivé très discrètement sur la scène de Renaud à un moment donné. Parrainé par un certain Renaud, Gauvin Cers. Alors on connaît cette chanson,
Cette On la connaît, chanson, on l'a voilà, entendue, elle passe beaucoup à la radio. Un peu beaucoup, oui. C'est une belle histoire. Enfin, ce qui est très étonnant avec ce chanteur, c'est de voir un gamin, il n'a pas encore 27 ans, il les aura le 30 octobre prochain, chanter des chansons que Maurice Fanon n'aurait pas reniées. C'est-à-dire que vraiment, il a démarré au Connétable, c'est pour ça que je pense à Maurice Fanon, c'est là où il se produisait. C'est vraiment un chanteur rive gauche. Il n'est pas dans la scène urbaine, il n'est pas dans le hip-hop, il n'est pas dans l'électro. Lui, ce qu'il aime, c'est le Renaud du début, le Renaud des années 70. Il s'est vraiment imprégné de ça, et un jour, il était en studio. Un de ses camarades qui l'accompagne sur scène dans des cabarets était en train d'écouter une maquette. Renaud avait prévu de faire, en première partie de ses spectacles, un petit film récapitulatif de sa carrière. Il a trouvé ça totalement mégalo. Deux jours avant le spectacle, il a décidé de virer ça. Et il entend la bande de ce gamin. Il écoute les chansons. 2 heures après, il l'appelle. Il lui demande s'il est libre. Et ils partent pour quand même 75 zéniths. C'était pas une réincarnation, puisque Renaud est bien vivant et toujours debout. Il est toujours debout. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté hibernatus quand même. C'est ce qu'il chante. Vous écoutez Hénin Beaumont sur l'album de Gauvin Cers et Hexagone en 1975 sur l'album de Renaud. Il y a quelque chose de très engagé, de très militant, et il se retrouve. Regardez, Gauvin Cers, c'était cet été, un grand festival. On était dans les coulisses. C'est toujours émouvant de voir quelqu'un. C'est toujours émouvant à La Rochelle. On est bien à La Rochelle. C'est toujours émouvant et c'est toujours à La Rochelle. Et c'est toujours très émouvant de voir un artiste rentrer devant 20 000 personnes sur scène. Regardez. Elle avait pourtant un beau nom, ma commune Hénin Beaumont. Mais vu la haine dans ses suffrages, moi je déménage. Je m'appelle Gauvin Cers, j'ai 27 ans et je suis auteur, compositeur, interprète. Alors, Gauvin, école d'ingénieur à Toulouse, je crois. Exact. Durant toutes ces années d'étudiant, la chanson, elle avait quelle place pour vous? C'était un rêve que vous caressiez comme ça en parallèle ou... Ouais, c'était caressé, mais c'était pas évident à ce moment-là. C'était vraiment, ça s'est fait vraiment petit à petit, pas à pas. Pendant que je faisais mon école d'ingénieur, c'est là vraiment que j'ai commencé à écrire les premières chansons, à faire les premiers concerts, mais ça s'est fait vraiment petit à petit. Il n'y a pas eu de gros déclic. Voilà, c'est à force d'écrire des chansons, à force de faire des concerts que les gens ont commencé, à apprécier les chansons. Pourvu qu'elle trouve pas ridicule la phrase marquée sur mon pull, pourvu que je lise pas dans ses yeux que ma casquette c'est pour les vieux. Le conte de fées, racontez-moi, comment un jour Renaud vous appelle Ça s'est passé 4 jours avant la première date au Zénith à Paris. Il cherchait un peu une première partie au dernier moment, et un des assistants de Renaud écoutait ma chanson Pourvu avec un de ses musiciens. Pourvu qu'elle sache qui est le prêtre, pourvu qu'elle vote pas pour la paix. Et Renaud était là, il a tendu l'oreille, il a demandé à écouter la chanson. Il en a écouté une deuxième et une demi-heure après, il avait trouvé mon numéro de téléphone pour m'appeler et me proposer les 10 dates au Zénith à Paris. Donc là, le coup de fil a été assez mémorable. Et forcément, de le voir me parler avec des mots très tendres sur mes chansons, c'était vraiment un magnifique moment. Et tout s'est enchaîné après parce qu'on devait faire que les 10 dates à Paris. Et finalement, on a fait toute la tournée. C'est l'un de ces jours marqués d'une croix, au marqueur noir indélébile, le genre de jour qu'on racontera dans 40 ans à sa petite fille. C'est pas un peu risqué d'affirmer haut et fort avec autant de fierté cet amour d'une certaine chanson française classique? Ouais, je sais pas si c'est risqué, mais je crois qu'en tout cas, moi, de toute façon, mon but c'était d'être sincère, et comme c'est celle-là que j'aime, c'est celle que je voulais faire absolument, et je me voyais pas du tout chanter en anglais. Comme une seule rue à sens unique, entre nation et république. Je suis super content aujourd'hui qu'on me dise en tout cas qu'on avait peur que cette chanson française n'existe plus et que finalement elle existe encore. Et moi j'en connais plein, j'ai plein d'amis qui font ce genre de chanson-là et je sais qu'elle vivra toujours parce que c'est celle qu'on aime. Le fait d'être pas forcément dans votre époque, c'est peut-être ça votre force? Exactement, je crois aussi. Entre républiques et nations. Ouais, Fred, faut peut-être pas se contenter de l'écouter à la radio, parce que d'abord c'est toujours la même chanson. Oui, peut-être aller voir sur scène. Le clip a été fait par Jean-Pierre Jeunet, le clip est magnifique avec Daroussin, avec Darmon dedans. Vrai. Mais c'est vrai que sur scène, ça tient la route. C'est vrai que. Sera bientôt. Alors, il est à l'Estival de Saint-Germain le 23, c'est-à-dire samedi prochain. D'accord. Le grand Estival de Saint-Germain. Et puis il sera première scène parisienne, La Cigale, le 5 octobre prochain. Allez le voir. C'est vrai que pour l'instant, on le compare beaucoup à Renaud. Je pense que très vite, on va voir que c'est un auteur-compositeur qui va exister par lui-même sans ce parrainage. Merci Fred. On va rejoindre
Julia qui surfe pour nous sur la toile et qui revient sur ces événements justement aux Antilles pour lesquels, Valérie le soulignait tout à l'heure, il y a ce concert ce soir notamment retransmis sur France 2. Vous vouliez nous présenter une ONG qui est un petit peu différente des autres, Julia? Un peu différente des autres, oui, parce que ce sont des hackers, des pirates de l'informatique. En fait, ils s'appellent Hackers Against Natural Disaster, donc hackers contre les catastrophes naturelles. Ce sont des hackers, vous savez, ce sont ces pirates, ces gens qui bidouillent parfaitement sur les réseaux informatiques, qui contournent les protections d'un logiciel, qui vont s'introduire dans les réseaux. Sauf que là, ces informaticiens, eh bien, on en a besoin. Ils se mobilisent pour les zones sinistrées à cause de l'ouragan. Eh bien, l'objectif, ça va être de reconstruire les réseaux de communication grâce à leur savoir-faire en matière d'informatique, justement. Ils livrent des radios, des capteurs, des drones, du matériel informatique, des outils pour rétablir ces communications et surtout aider les secours. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils avaient beaucoup participé à l'aide au moment de Haïti. Ils avaient permis de tout cartographier de façon à aider les secours. Tout est sur Internet, Laurent. End.team, Hackers Against Natural Disaster. Ce sont aujourd'hui des aides et des soutiens dont on a beaucoup besoin au niveau informatique, numérique et donc communication. La culture, la presse. Vous Ça allez donne voir, quoi? c'est très, très grand public. On va commencer par une photo qui suinte la mélancolie. C'est un Everest de mélancolie. Regardez. Il a 24 ans. Alors j'allais vous dire, vous l'avez reconnu ou pas? Bah non, il est pas trop simple, loin. hein. J'ai les petits yeux. Son nom est Personne, j'allais vous dire. Persons. C'est son vrai nom, parce qu'on le connaît sous un autre nom. Son nom d'écrivain, c'est Truman Capote, photographié en 1948 à New York par Irving Penn, photographe américain qui aurait eu 100 ans cette année. Alors, Il était au coin, là, il n'était pas dans l'impasse. Oui, mais il était triste, mais pas complètement. On sent qu'il maîtrise encore dans le regard. Il va y avoir une belle expo, Irving. Et c'est pour ça que je vous en parle. Ce sera au Grand Palais, avec une rétrospective où on retrouve ces clichés de mode, parce que qui dit Irving Penn dit évidemment Vogue, journal pour lequel il a longtemps travaillé, des portraits ainsi que des natures mortes. Et l'exposition va durer jusqu'au 20 janvier prochain. On en parlera vendredi. Nous. Vous voyez. Avec Béatrice. Irving Penn, c'est du travail méticuleux, rigoureux, précis. Et on nous dit dans Libération que son père était horloger et réparait des montres. Et c'est peut-être de là que vient son attention aux détails. C'est en tout cas son assistant qui dit cela et qui, en ce sens, répète ce que lui disait Irving Penn, avec lequel il a travaillé. Alors, les photos qui sont exposées au Grand Palais sont des photos qui datent des années 40 et des années 50. En voici 3 échantillons. À gauche, vous avez une photo prise dans un café à Lima. Au centre, une photo d'enfant de Cusco, qui est une petite ville péruvienne. Petite, c'est la deuxième ville du Pérou, troisième, elle est à 3600 mètres d'altitude. C'est en tout cas dans la cordillère des Andes. Au bord de la vallée sacrée qui vous emmène jusqu'au Machu Picchu. C'est au sud. Voilà. Bon, on sent que vous y êtes allé. Mais alors, vous n'avez pas été pris en photo apparemment par Irving Penn, parce que vous n'étiez pas au même moment, mais à l'inverse de ces 2 enfants qui ont été pris en photo et qui font partie de ces gens que Irving Penn arrêtait dans la rue, payait, leur disait « venez poser pour moi ». Et puis, il y a aussi des natures mortes comme cette pastèque. Si vous regardez bien sur le citron, il y a une petite mouche qui s'est posée. Voilà. On va rester dans la photo avec les concours de réponses photos et les photos envoyées par les... On adore, vous le savez. Par les lecteurs. Alors, premier prix est 100 € pour l'auteur de cette photo qui a été prise dans le métro de Tokyo à une heure de pointe. On sent toute l'inquiétude du gamin quand on voit son regard. Et je précise que aucun enfant n'a été violenté pour que cette photo soit faite. Et le photographe explique qu'il y a un enclos qui s'est formé naturellement autour de l'enfant pour le protéger, parce qu'il y avait tellement de monde qu'on pouvait craindre pour son intégrité physique dans le métro de Tokyo. Deuxième photo est 75 € pour l'auteur de ce cliché. Alors, si on veut illustrer la poussée d'Archimède, je crois qu'on y est là. Et en fait, c'est un gars qui a photographié son copain avec lequel il était en apnée. Elle est dans le bon sens, la photo, on est d'accord. Oui, il remonte, il est sympa. Ils sont montés tous les deux à la même vitesse. Ce qui est parfait dans cette photo, c'est en fait l'éclairage. Et l'éclairage, il provient d'où? Il vient du soleil, parce qu'on est dans les calanques, tout simplement, les calanques marseillaises. Et puis, troisième prix est 50 € pour l'auteur de cette photo. Ah non, ça n'est pas celle-là.
parce que ça, je vous l'ai déjà montré une autre fois. Elle avait gagné un premier prix dans une catégorie couleur. Donc je suis au regret de vous dire que vous ne verrez pas la troisième photo Mais c'est ça qui est aujourd'hui. génial, c'est Et ça, ça vous les laisse comme ça surprises. sur votre faim, comme ça je reviendrai demain. Merci, à demain donc.